que les différents types de mémoire qui existent pour que par la suite, on passe aux autres. Et principalement, tout ce qui est microprocesseur, microcontrôleur, on va les voir avec des codes de la programmation. Et certainement, on utilisera la programmation longue C. Yallah, s'il vous plaît, prenez votre place. Le contenu de l'élément, ça se compose de deux grandes parties. La première partie concerne la partie hardware, qu'on l'appelle bien sûr le HW. La deuxième partie, ça sera la partie software. Ce qui fait dans n'importe quel système embarqué, il va se composer en deux grandes parties. La partie hardware, c'est la partie électronique analogique. Là où on va voir les technologies des circuits logiques, après avoir déjà vu ça en première année, les différentes portes logiques et ainsi de suite. On va maintenant s'intéresser à la technologie de fabrication de ces composants. Par la suite, à partir de ces composants, parce que c'est quoi le composant primaire qui existe? C'est le transistor, c'est clair? Le transistor vous donne quoi? Vous donne une porte logique. Et la porte logique, qu'est-ce qu'elle vous donne par la suite? Alors, si on essaye vraiment de voir la succession des choses, qu'est-ce qu'on aura? La chose la plus basique, ce sont les transistors. C'est clair? L'association des transistors, qu'est-ce qu'elle vous donnera? Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, regardez bien. Si par exemple, je prends deux transistors, comme ça. Je fais ici une tension, voilà. Ça sera le A, ça sera le B, et bien sûr, ça sera votre masse, et là, ça sera le C. Imaginez qu'un de ce transistor, il est ouvert. Ça veut dire que le courant ne va pas passer à C, n'est-ce pas? Ainsi, le C sera 0. Ça, c'est le VCC. Mais si les deux sont fermés, le C va être, bien sûr, égal à VCC. Et ça, bien sûr, c'est la porte logique AND que vous connaissez, qui est comme ça. Vous avez le A, le B et le C. Avec le tableau de vérité, vous connaissez tous le tableau de vérité de celle-là. Vous avez A, B, C. Si c'est 0, 0, c'est 0. C'est 1, 0, 0. C'est 0, 1, c'est 0. C'est 1, 1, c'est 1. Ça veut dire, est-ce qu'il est bloqué ou bien il est passant? Si celui-là il est passant, celui-là il est bloqué, le courant ne va pas passer. Il faut que les deux soient passants pour que le C soit AVCC. Ce qui fait deux transistors, on essaie de voir, on va pouvoir faire bien sûr une porte logique. Il y en a plusieurs types de portes logiques, vous connaissez le AND, le OR, le XOR, le NOT, et ainsi de suite. Avec l'association des portes logiques, qu'est-ce qu'on peut créer? Prenez plusieurs portes logiques et on essaie de le faire dans un schéma. Qu'est-ce que vous pouvez créer? Par exemple, si je prends deux portes logiques comme suite. Ça sera quoi ça? Comment on appelle cette association? Vous l'avez déjà vu. Les bascules. C'est clair? Les flip-flops ou bien les bascules. Quelles sont les bascules que vous connaissez déjà? Il y a le JK, il y a le D, n'est-ce pas? Il y a le RS. Alors, tout cela, ce sont des bascules. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Des portes logiques. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Des transistors. Généralement, on a étudié le transistor NPN, mais réellement, ça existe les transistors CMOS. Les deux existent réellement. Avec maintenant plusieurs bascules, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, on a dit qu'à partir des transistors, ça nous donne l'ensemble des transistors, ça nous donne bien sûr quoi? Des portes logiques. L'ensemble des portes logiques, ça vous donne quoi? Des bascules. Voilà. Par exemple, ici, RS, et ainsi de suite. L'ensemble des portes logiques, qu'est-ce qu'il vous donne? Des circuits électroniques. Parmi ces circuits électroniques, on trouve bien sûr les mémoires. Les mémoires, c'est eux qui peuvent bien sûr stocker de l'information, n'est-ce pas? Que vous pouvez avoir des additionneurs, des soustracteurs, n'importe quel appareil qui fait faire des opérations avec mes cycles. Et bien sûr, à partir de tout cela, on aura bien sûr notre système, par exemple l'ordinateur, par exemple le téléphone, et ainsi de suite. Ce qui fait, les deux cours sont vraiment liés. C'est clair? Tout ce qui est unitaire, c'est l'analogique, mais l'analogique ne fonctionne pas tout seul. Il faut bien sûr un raisonnement on-off pour qu'il se transforme bien sûr en numérique, et à partir de ce numérique, on peut créer tous les systèmes, toutes les technologies qui existent aujourd'hui. C'est bon? Et bien sûr, lorsque je vais créer un ordinateur pour qu'il fonctionne, il a besoin de quoi? D'un Windows, des logiciels. Ce qui fait lié à la partie matérielle, c'est l'ordinateur lui-même, c'est tout ce qui est électronique.
mais où il faut un software pour qu'il fonctionne. Et tout cela, on l'appelle des systèmes embarqués par la suite. C'est bon? Et ça, c'est l'objectif de ce cours. Voilà. Essayons de voir généralement ici quelques introductions sur les contenus de cet élément. Alors, ça sera bien sûr la partie hardware qui s'intéresse principalement à la technologie des composants électroniques. On va voir une classification des circuits logiques. On va voir les deux grandes technologies auxquelles on crée ces circuits logiques, qui sont généralement la technologie bipolaire et la technologie CMOS. Et après, on va voir les différentes mémoires, la classification des mémoires et les types. Et par la suite, les architectures des composants programmables. Ça va être vers la fin, bien sûr, de ce premier élément. Dans le deuxième élément, ça va être plutôt pratique. Généralement, on va organiser des séances de travaux pratiques par la suite vers la fin. Ils ne sont pas encore sur votre emploi du temps, mais vous les aurez prochainement. Ça va être des travaux pratiques sur les microprocesseurs et les microcontrôleurs. Et rapidement. C'est clair le contenu, s'il vous plaît? Très bien. Alors, sans trop tarder sur l'utilité de l'électronique dans notre vie quotidienne, bien sûr, vous connaissez que les systèmes électroniques, ils sont maintenant partout. N'importe quel être humain a déjà touché ou bien il travaille avec un composant électronique, que ce soit l'ordinateur, bien sûr les smartphones, et chaque maison, chaque établissement, il est composé de plusieurs, y compris l'ordinateur avec lequel je travaille, le datasheet et ainsi de suite. Ainsi, ce domaine de l'électronique, c'est un domaine essentiel pour un ingénieur. Là, c'est vraiment, c'est la clé ou bien c'est le point central de tout développement pour n'importe quelle société, entreprise ou bien un pays. Oui. Alors là, ça sera bien sûr le contenu de notre élément. On a dit qu'on va commencer par tout ce qui est hardware, tout ce qui est matériel, et après on va voir tout ce qui est logiciel, tout ce qui est algorithme pour manipuler les 0 et les 1. C'est clair? Parce qu'un logiciel, qu'est-ce qu'il fait? L'électronique analogique, l'électronique numérique, elle est basée sur quoi? Sur des 1 et des 0. Maintenant, ces 1 et des 0, comment ils vont travailler, comment ils vont fonctionner? On utilise des logiciels pour faire ça, pour les contrôler. If, else, while, et ainsi de suite. Tout cela, vous l'avez connu. Très bien. Peu de silence, s'il vous plaît. Il est essentiel de connaître que, actuellement, à chaque année, il y a un développement qu'on peut le voir au niveau, bien sûr, de la performance de l'électronique numérique. Prenez un exemple, bien sûr, de vos ordinateurs. 10 ans avant, ce n'est pas comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Et bien sûr, 10 ans après, ça sera autre chose. Et cela dû à quoi, à votre avis? À chaque fois, il y a un téléphone ou bien un processeur pour un ordinateur beaucoup plus performant qui dépasse, ou bien c'est le double de ce que lui qui a été précédemment, n'est-ce pas? Cela est dû à quoi, à votre avis? L'évolution en matière de quoi? Lorsque je dis bien sûr augmentation de la mémoire, déjà par exemple les anciennes générations, la mémoire elle était petite, quelques kilo-octets, et après on a passé au méga, au giga, au téra, même les téléphones au départ, c'était bien sûr quelques gigas, maintenant on est à 256, voire plus. C'est clair? Mais bien sûr, tout cela est dû à quoi? Il faut connaître bien sûr qu'il y a une loi de Moore. La loi de Moore a été bien sûr faite par Gordon. Prenez des notes là-dessus, même si ce sont des généralités, ils sont très essentiels pour connaître l'évolution. Elle est due à quoi? Elle a été faite par Gordon Moore bien sûr en 1965 et qui dit quoi? Que le nombre de transistors, parce que vous connaissez que l'électronique numérique, elle est faite par des transistors, pas plus. Les transistors, c'est eux qui donnent les portes logiques, c'est eux qui donnent les bascules, c'est eux qui donnent n'importe quelle technologie. Même les smartphones, c'est des transistors, à part l'écran. À l'intérieur, tout est basé sur les transistors. Maintenant, si on peut faire plus de transistors sur une petite puce, ça sera une évolution, soit en termes de mémoire, en rapidité, et ainsi de suite. Et c'est ça la loi de Moore qui vous dit que la densité de transistors sur une puce, par exemple dans cette puce, premièrement, je peux mettre un transistor. Après combien de mois je peux faire de transistors? Après 18 mois. C'est clair? La loi de Moore me dit quoi? Que
chaque 2 ans, on a la possibilité, d'accord, de doubler, chaque 18, je veux dire, chaque 18 mois, on a la possibilité de doubler le nombre de transistors sur une place, sur une marche. Ainsi, si vous voyez bien que les systèmes embarqués, que ce sont software ou bien hardware, ils sont fidèles bien sûr à cette évolution. Ainsi, on rencontre annuellement bien sûr le développement, soit côté performance, soit côté capacité mémoire, soit côté rapidité, performance au niveau de la télécommunication et ainsi de suite. Mais à un moment donné, on ne peut plus avoir celle-là, n'est-ce pas? Regardez, doubler, 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 doubler sur une seule région. Mais à un moment donné, ça sera saturé. Ce qui fait à un moment donné, on doit passer certainement vers une nouvelle technologie. Quelles sont les autres technologies à part l'électronique numérique que la science peut utiliser en cas de saturation de ces technologies transistors? Vous avez déjà entendu parler quantique, les ordinateurs quantiques? Alors là, c'est un autre domaine, une autre technologie. On les fait, on a commencé bien sûr à y penser. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, cette loi ne sera plus fonctionnelle. À un moment donné, on ne peut plus ajouter. Elle sera saturée. C'est clair? Comme on a fait avec la mécanique. Par exemple, la mécanique ici, tout ce qui est composant mécanique. Par exemple, un moteur et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas le miniaturiser. Il y a à un stade donné, on ne peut pas diminuer la taille d'un moteur. C'est clair? Par exemple, un circuit électrique, lorsque vous prenez une capacité, une bobine ou bien une résistance, à un moment donné, regardez, par exemple, à cette année, on n'a pas pu miniaturiser, bien sûr, ces différents composants. Mais toujours, les microélectroniques et les systèmes embarqués, on est toujours en train de les miniaturiser. Il y a les 5 nanos, les 6 nanos, les téléphones, les Apple. Par exemple, Apple, qu'est-ce qu'elle a fait? Je pense 5 nanos, n'est-ce pas? Des processeurs 5 nanos, un transistor de 5 nanomètres. Car imaginez la petite taille de ce transistor et le nombre de transistors qu'on peut mettre sur une puce. Mais à un moment donné, on ne peut plus miniaturiser. Ce qui fait qu'on ne peut plus développer les choses. Et là, on est stagné, on est saturé. On passe à une autre technologie. Très bien. Et ça, c'est la prédiction du mot qui a dit que le nombre de transistors va doubler, bien sûr, chaque 18 mois. Bien. Maintenant, si on veut voir juste rapidement les différents types de technologies qui existent dans le domaine électronique. On a commencé, voici bien sûr l'échelle des années, on a commencé par quel type de technologie? C'est la technologie bipolaire. Et là vient bien sûr le transistor bipolaire, que vous connaissez, c'est le NPN et le PNP. Et c'était la base de n'importe quel circuit électronique. C'est clair? Ben, le transistor bipolaire, il y a le NPN ou bien le PNP. Parmi les avantages, essayez de les noter. Les avantages, bien sûr, de ce type de circuit ne sont pas mentionnés dans le cours. Ils sont très rapides. Leur inconvénient, c'est clair? Leur inconvénient, c'est que, bien sûr, ils consomment. Voilà, ils consomment trop l'énergie. Il y a une forte consommation de l'énergie. Ainsi, je ne peux pas faire un système qui va fonctionner sur une batterie qui va utiliser cette technologie. Pourquoi? Parce que la batterie, elle va s'épuiser rapidement. On est d'accord. Ainsi, on n'a pas pu développer beaucoup de choses. Et aussi, on n'a pas pu, bien sûr, faire une grande intégration. Ça veut dire quoi, intégration? Ça veut dire rassembler beaucoup de transistors sur une petite puce. Ainsi, la capacité de cette puce ne peut pas nous faire beaucoup de choses. Parmi les premières applications des différents composants basés sur les transistors bipolaires ou bien la technologie bipolaire, il y avait les mainframes. Est-ce que vous avez déjà une idée sur les mainframes? Ça veut dire quoi? Les mainframes, ce sont peut-être on peut dire les anciennes générations des ordinateurs avant l'apparition des ordinateurs personnels. Ça, c'est un ordinateur personnel. Mais avant, il y avait un ordinateur qu'on le met par exemple dans une banque ou bien dans une chose ou bien institut lié au gouvernement pour contrôler certaines choses, pour faire des traitements, pour faire des applications. Ça a été trop cher, ça a été très grand, ça a été fait par des composants bipolaires, par la technologie bipolaire. Ainsi, ça n'a pas été possible avec cette technologie de constituer des choses qu'on peut les donner à tout le monde. C'est clair? Parce que c'était trop cher. Et ça, c'était bien sûr la technologie bipolaire.
Oui. Les inconvénients, c'est qu'ils consomment beaucoup d'énergie. Alors, les avantages, c'est qu'ils sont rapides. Par contre, ils consomment de l'énergie. On n'a pas la capacité de les intégrer sur une petite puce. C'est clair? Bien. Au moment où on a passé à la technologie CMOS, qu'est-ce qu'on a inventé? Regardez. Qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu faire des CPU. C'est quoi les CPU? Central Processing Unit. Ou bien des unités centrales de traitement, n'est-ce pas? Avec laquelle on a pu faire quoi? Les ordinateurs personnels. Et là, c'était bien sûr vraiment l'invention à partir bien sûr presque de 1990 et ainsi de suite, on a pu créer bien sûr les ordinateurs personnels. Et ça, c'était grâce à l'évolution une nouvelle technologie qui s'appelle le CMOS. Il faut noter que le CMOS, elle s'appelle comme ça, Complementary Metal Oxide Semiconductor. En bref, on l'appelle le CMOS. C'est clair? C'était un semi-conducteur aussi. C'était un transistor aussi, qui nous permet de créer des portes logiques et ainsi de suite. Ce qui fait les portes logiques, tous les circuits électroniques, on peut les créer avec la technologie CMOS ou bien avec la technologie bipolaire. Ça sera quoi l'avantage de celle-là, à votre avis? Et ne consomme pas beaucoup d'énergie. Ainsi, on peut les faire, bien sûr, dans les téléphones. Parce que le téléphone utilise une batterie. Et c'est pas logique qu'à chaque fois, je dois recharger ma batterie parce que le composant avec lequel est créé mon transistor de téléphone, il consomme beaucoup d'énergie. Ainsi, actuellement, la majorité des smartphones ou bien des appareils qui utilisent la batterie, on les utilise avec le CMOS. Mais ça sera quoi l'inconvénient? C'est qu'il est lent. C'est dommage. Parce que le CMOS, il est plus lent que le bipolaire. Mais par contre, il consomme moins d'énergie par rapport au bipolaire. C'est clair? Et ça, c'est l'avantage de l'autre, c'est l'inconvénient de l'autre. Alors, il faut le noter aussi. Le CMOS, bien sûr, son avantage, c'est l'énergie. Son inconvénient, bien sûr, ça sera la rapidité. Complementary, complémentaire. Metal oxide. Complementary metal oxide semiconductor. C'est une technologie très, très, très importante qu'il devait bien sûr le connaître. Alors, regardez bien. Maintenant, vous avez un qui présente une bonne consommation de l'énergie et l'autre qui présente quoi? Une certaine rapidité. Certainement, il doit y avoir une autre technologie, une troisième technologie qui va faire quoi? Combiner les avantages des deux. Et cette technologie, on l'appelle quoi? Le bi-CMOS. Ça veut dire c'est bipolaire CMOS. Et cette technologie maintenant, elle fait quoi? C'est elle qui va combiner les avantages des deux grandes technologies. Et c'est pour cette raison que maintenant, parmi les applications de ça, bien sûr, qui sont dans les télécoms, c'est pour cette raison qu'on a actuellement des routeurs très forts de la 5e génération, c'est clair? On a bien sûr la communication, le transfert des données qui est assez rapide par rapport au précédent. C'est clair? Et aussi, il ne consomme pas beaucoup d'énergie par rapport au précédent. Et comme ça que le développement, bien sûr, a eu lieu. On a commencé du bipolaire jusqu'au, bien sûr, CMOS, jusqu'au bi-CMOS. Mais avant, s'il vous plaît, le bipolaire, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Avant l'invention du transistor, qu'est-ce qu'il y avait? Avant, après le mécanique. Il y avait les tubes à vide, comme une petite lampe. Ce sont les premiers transistors dont on avait, avant le bipolaire. Et ces tubes, bien sûr, consomment énormément de l'énergie et avec lequel on a créé le premier ordinateur qui n'a jamais existé, qui s'appelle comment? Là, vous pouvez le chercher par la suite. Il s'appelle ENIAC. Ça, c'est le premier ordinateur. Ça a été, bien sûr, très grand, à peu près la taille de tout cet immeuble. Et bien sûr, qui ne fait... Comparant par les ordinateurs aujourd'hui, bien sûr, c'est incomparable. Que ce soit en termes de mémoire, en termes de vitesse, mais l'énergie qu'il a consommée ainsi que le prix de sa construction était inimaginable.
C'est clair? Mais quand même, on a pu bien sûr le faire vers les années 1940. Ce qui fait les ordinateurs, ça date de plus loin dans le temps, mais bien sûr, grâce à l'invention des bipolaires, on a pu avancer. Concernant la densité, s'il vous plaît, des composants, premièrement, on avait bien sûr une faible intégration, ça veut dire des circuits, des portes logiques. Chaque porte logique, c'est un composant lui-même. Le fait de ressembler ces portes logiques, ça nous donne des bascules, on a dit. Les bascules aussi, on les compose, ça nous donne des mémoires. Maintenant, on a un circuit qui s'appelle mémoire, un circuit qui s'appelle microprocesseur. Mais si vous ouvrez votre ordinateur, la mémoire, elle est à part, n'est-ce pas? Le microprocesseur, il est à part. C'est clair. Mais s'il vous plaît, sur votre téléphone, les choses, comment elles sont? Est-ce que vous pouvez changer la mémoire de votre téléphone? L'ordinateur, je peux le faire. Je peux acheter une RAM, la changer. C'est clair? L'augmenter. Parce qu'ils sont dissociables. Mais sur votre téléphone, comment les choses sont? Ils sont fixes. Tout cela sur une seule puce. C'est ce qu'on appelle bien sûr les SoC. Ou bien un système on chip. Chip, c'est quoi? C'est la puce électronique. Tout un système, ça veut dire des mémoires, Voilà, il y a des mémoires RAM, il y a des mémoires ROM, il y a des microprocesseurs, tout cela sur une seule puce. Et ça, c'est l'intégration. On a pu bien sûr assembler tous ces systèmes sur une petite puce qui sera bien sûr très performante avec des technologies aussi très très performantes. Les SoC, c'est très important de les connaître et ça s'appelle bien sûr des systèmes on chip. C'est clair? Ou bien des systèmes sur une puce. Une puce, c'est une petite carte électronique en silicone généralement. Très bien. Maintenant, on va voir s'il vous plaît les technologies des circuits logiques. Et ça, c'est très très essentiel. On n'a pas la peine d'entrer dans tous ces détails. Voilà. Parce que comme on a déjà dit que les circuits numériques, ils se composent généralement en deux grandes parties. Il y a la partie software, il y a la partie hardware. Et aussi, bien sûr, il y en a des systèmes qui fonctionnent avec les deux. C'est clair? Par exemple, un ordinateur, est-ce que c'est uniquement software? Non. Est-ce que c'est uniquement hardware? Non. C'est un hardware avec un software. C'est clair? Très bien. Quand est-ce qu'il sera très performant? Si la société qui fait le hardware, c'est elle qui fait le software, comme par exemple le Apple, les Mac OS ou bien les iPhones et ainsi de suite. Pourquoi ils sont très très performants par rapport aux autres? Parce que la société qui constitue le hardware, c'est elle qui fait aussi le... Ainsi, les choses vont être très adaptées l'une à l'autre. Non pas comme Samsung par exemple. Samsung, c'est quoi? Qui fait le software? Android. Android, c'est quelle société? C'est Google. Et qui fait le hardware? C'est Samsung. La combinaison entre les deux, ce n'est pas la même chose. Ce qui fait la performance n'est pas à 100%. Ainsi, malgré ce que les gens vont faire, toujours, à mon avis, ceux qui font les deux seront les mieux placés. Est-ce que c'est clair là-dessus? Comme il peut y avoir, bien sûr, des circuits électroniques purement matériels, comme il peut y avoir des circuits électroniques, qu'on dit bien sûr, purement software. Là, bien sûr, ce n'est pas le temps de le détailler, mais ce que vous devez connaître, c'est que selon, bien sûr, notre besoin, on opte soit pour le hardware, soit pour le software, soit pour la combinaison des deux. Par exemple, vous avez les circuits numériques, il y a les circuits qu'on les appelle ASIC. Ça, c'est purement hardware. C'est clair? C'est une solution purement hardware. Il y a des circuits logiques standards comme le TTL, le CMOS et le ECL. C'est aussi bien sûr du hardware. Il y a les fonctionnements programmables. Là, bien sûr, c'est la combinaison hardware avec le software. Ces deux, c'est le hardware avec le software. Ça, c'est plutôt hardware. Ça, c'est plutôt hardware. Tout cela, ce sont uniquement des généralités. Je pense que je vais vous envoyer plus de détails là-dessus que vous pouvez lire à tête reposée. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, les circuits numériques, qu'on va les ajouter ou bien on va les voir réellement, ils sont faits par des boîtiers, n'est-ce pas? Ils sont sous cette forme. Généralement, vous avez déjà vu ces formes. Qu'on les appelle des circuits intégrés. Ils sont faits dans des boîtiers. Et les boîtiers, bien sûr, il existe plusieurs types. Il y a les boîtiers plats, que vous pouvez les voir ici, qui sont bien sûr de très faible épaisseur, ils peuvent être soudés à côté des composants très proches.
on les utilise lorsque vous avez une faible densité, là où vous pouvez mettre votre circuit électronique. Il y en a le DIP ou bien le DIL, Dual Inline ou bien Dual Inline Package. C'est le DIP. C'est généralement, bien sûr, fait sur les prototypes. Vous avez bien sûr les autres, comme le SIP, le SIL, les boîtiers SO. Vous avez les pin grids, ce qui fait, c'est pas vraiment intéressant le boîtier, comme il est intéressant ce qui est dans le boîtier. Qu'est-ce qui sera à l'intérieur de ces boîtiers? Ce qui va être à l'intérieur, ce sont les circuits numériques. Ce sont les transistors. Et bien sûr, pour les connecter, on utilise bien sûr ces pins, ces broches que vous voyez ici. Bien. Alors, pas la peine d'entrer dans tous ces détails. Essayons de voir ce qui est important et ce qu'on va utiliser pour notre cours. Alors, soyez bien s'il vous plaît. Alors maintenant, on termine tout ce qui est introduction, tout ce qui est définition, on entre vraiment dans le vif des choses. Dans les circuits numériques, pourquoi on les appelle des circuits numériques? Parce qu'ils fonctionnent à des 0 et des 1, n'est-ce pas? Voilà, un circuit numérique. Essayez de le noter s'il vous plaît. C'est soit des 0, soit des 1. Mais réellement, est-ce qu'il y a des 0 et des 1? Qu'est-ce qu'il existe? Soit il y a un courant, soit il n'y a pas. OK? Soit il y a une tension, soit il n'y a pas. Ça veut dire, par exemple, pour les circuits électroniques, envoyer 0, c'est généralement 5 volts. Pour envoyer 1, non, je m'excuse. Pour envoyer 1, c'est généralement 5 volts. Pour envoyer 0, ça sera 0 volts. On est tous d'accord là. Ou bien pour envoyer 1, je peux envoyer bien sûr 12 volts. Pour envoyer 0, je peux envoyer bien sûr 0 volts. Ça veut dire soit il y a quelque chose, soit il n'y a rien. C'est clair? C'est ça le binaire. 1 et 0. Il y a une chose ou bien il n'y a rien. Par exemple, sur un disque dur, vous connaissez un disque dur? Comment il stocke l'information? Des 1 et des 0, bien sûr. Parce qu'un disque dur va être monté sur un ordinateur. L'ordinateur, c'est numérique. Il doit stocker l'information en numérique. Comment les choses vont être stockées sur un disque dur? Voilà, c'est 0 et des 1. Mais réellement, il n'y a pas des 0, il n'y a pas des 1. Il y a une autre chose. Bien sûr, pour un disque dur, si vous ouvrez un disque dur, qu'est-ce que vous allez voir? Un disque. C'est clair? Et quoi aussi, qu'est-ce que vous allez trouver? Un disque, si vous zoomez là-dessus, qu'est-ce que vous allez voir? Des régions magnétiques. S'il vous plaît, vous allez trouver des régions magnétiques. Soit vous allez trouver bien sûr le nord, soit le sud. Soit le nord, soit le sud. Et peut-être le nord c'est le 1, le sud c'est le 0. Ça veut dire que vous trouverez quoi? Deux états. C'est clair? C'est pour cette raison que le disque dur, si vous le faites tomber, ou bien s'il est exposé à une grande chaleur, le nord et le sud ils peuvent changer. Ils peuvent bien sûr changer de sens. Ainsi, le nord peut être sud, le sud peut être nord et vous perdez de l'information. C'est clair? Par exemple, prenons un CD. Vous connaissez un CD? Les anciens CD. Ou bien les DVD. Comment les choses ils sont stockées? Vous n'allez pas me dire 1 et 0. Ils sont les 1 ou ils sont les 0? Non. Il n'y a pas de nord et sud. Nord et sud, c'est pour les disques durs. C'est clair? Pour un CD, on grave les choses, n'est-ce pas? On grave l'information. Donc, j'ai gravé sur un CD. Qu'est-ce que tu as gravé? Si je vais zoomer sur un CD, qu'est-ce que je vais trouver? Oui, sur quel type? Des 1 et des 0, mais réellement, il n'y a pas les 1 et 0. Soit il y a, bien sûr, il y a le laser, c'est lui qui grave. C'est soit il va faire un trou, soit il ne va pas faire un trou. Et le trou, ça sera 1, pas de trou, ça sera 0. C'est pour cette raison que la couleur change du CD lorsqu'il est gravé. Vous voyez la couleur? Voilà. La couleur, elle change. Si vous faites un microscope, vous allez voir il y a des trous à l'intérieur. Qui a fait ces trous? C'est le laser. Oui, on peut voir les trous sur un CD. Mais tu dois zoomer avec un microscope. Non, il y a des nord et des sud. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Que réellement, il n'y a pas des 1 et des 0, d'accord? Dans la réalité.
mais il y a deux états de l'information. Selon le dispositif, ces états changent. Dans notre ordinateur, ces états, ils vont être comment? Tension ou bien l'absence de tension. Alors, suivez bien, s'il vous plaît. Dans notre cas, en domaine électronique numérique, c'est soit 5 volts, ça sera bien sûr le 1, soit 0 volts, ça sera le 0. Mais bien sûr, est-ce que deux composants, il peut avoir exactement 5 volts? Cette 5 volts, bien sûr, elle peut chuter, elle peut être 4,9. Si c'était 4,9, qu'est-ce que je vais la considérer? Comme 1, très bien. Si c'est 4,8, si c'est 4, jusqu'à combien? 2,4, ok, très bien. Et le 0, comment vous allez le considérer? Par exemple, si je vais envoyer 0, mais le dispositif n'a pas envoyé 0. Il a envoyé par exemple 0,1. Comment je dois le considérer? 0, 1 volt, 2,5. Vous avez compris? Maintenant, normalement, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il y a 1 et 0. C'est ce que je dois avoir. Le 1, c'est 5 volts. Le 0, c'est 0 volts. Mais bien sûr, dans la réalité, je ne peux jamais avoir toujours 0, comme je ne peux jamais avoir toujours 5. Si par exemple, un problème, il y a des bruits, de la température, peu importe. Il a envoyé 2,5. Comment il doit la considérer? Qu'on l'appelle une forme indéterminée. Ce n'est ni 1 ni 0, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'il doit y avoir une plage pour dire que ça c'est 1. Il doit y avoir une plage pour dire que ça c'est 0. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ça la première information que vous devez noter sur votre cours, c'est ce qu'on appelle bien sûr les plages, les niveaux logiques correspondant pratiquement à des plages de tension. Ce qu'on appelle bien sûr des plages de tension. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Si c'est 2,5, c'est une forme indéterminée. C'est un bruit. Il ne va pas l'interpréter. D'accord? Les plages de tension. Alors, suivez bien s'il vous plaît. Pour les plages de tension, il y en a 4 plages à rappeler. C'est clair? Il y en a 4 plages à rappeler. Quelles sont ces plages? Suivez bien. Un dispositif. Si par exemple, je prends 2 portes logiques. Alors, suivez bien s'il vous plaît. 2 portes logiques. Ça, c'est la première porte logique. Et je prends la deuxième porte logique, par exemple. Et ils doivent communiquer, bien sûr, en se basant sur ce fil. C'est de sûr. Cette porte logique doit envoyer quelque chose à cette porte logique. Ce qui fait là, c'est l'émetteur. Ça sera, bien sûr, le récepteur. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle doit lui envoyer? Elle doit lui envoyer soit 1, soit 0. Réellement, elle n'envoie ni 1 ni 0. Elle envoie une valeur de tension comprise entre quoi et quoi? 0 et 5. Et l'autre, elle reçoit une valeur de tension comprise entre 0 et 5. C'est clair? Ainsi, la sortie ici, pour être la porte logique, elle sera output ou bien input? C'est une sortie, j'ai dit déjà une sortie, n'est-ce pas? Là, c'est une output. Pour cette porte logique, ça sera vu comme étant input. Ainsi, je dois parler de la tension VI, qu'on l'appelle la tension quoi? La tension d'entrée. Et je parle de la tension VO, qu'on l'appelle la tension de sortie. V output ou bien V input. C'est clair, s'il vous plaît? Alors, je réexplique. Je ferai une autre. C'est très important de connaître ça. Alors, supposons on a 2 portes logiques. L'une, elle veut envoyer quelque chose à l'autre. C'est clair? Alors, ça, c'est porte logique 1. Et là, c'est une porte logique 2. Et là, c'est avec ce câble qu'ils vont communiquer. C'est avec ce câble. La première porte logique, qu'est-ce qu'elle va envoyer? Elle va envoyer un V out. C'est là, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Un V in. C'est clair? Très bien.
Lorsqu'on a parlé, bien sûr, d'une plage de tension, ce qui fait il doit y avoir quoi? Un V out. Quoi? Pour représenter l'état O, c'est quoi l'état O? C'est le 5. Il doit y avoir un état out pour représenter l'état low. Ça sera un VOH et un VOL. C'est quoi le VOH? Écrivez ça, voltage, output, high. Et l'autre, ça sera bien sûr voltage, output, low. C'est clair, s'il vous plaît? L'autre, qu'est-ce qu'elle va avoir? Un VIH, ça sera voltage, voilà, input, high. Et l'autre, ça sera le VIL, ça sera voltage, input, low. Ça, c'est ça pour le moment, n'est-ce pas? Bien. Alors, essayez de suivre. Prenez ça, s'il vous plaît. Et là, lorsque, bien sûr, on est en train de concevoir cette technologie, parce que je sais que réellement, ce n'est pas toujours 5 qui dit le niveau logique haut. Et ce n'est pas le 0 qui est toujours le niveau logique bas. C'est clair pour ces 4? Bien. Comment? On va expliquer. On a dit, bien sûr, puisque une doit être en output, l'output peut être soit 1, soit 0. Le input aussi, soit 1, soit 0. C'est high ou bien low. On parle de 4 choses, n'est-ce pas? Alors, suivez bien, s'il vous plaît. Maintenant, pour que la porte logique 1, suivez bien, pour que la porte logique 1 peut communiquer avec la porte logique low, avec la porte logique 2. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Suivez bien, dans ce schéma. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait le VCC qui est généralement le 5 volts, le GND c'est le 0 volts. Toute cette plage que vous voyez ici, c'est quelle plage? VIL, c'est la plage de VILH, n'est-ce pas? Ou bien c'est la plage qui fait quoi? Dans toute cette plage, comment je peux l'appeler? C'est la tension d'entrée qui indique le niveau logique haut. Ce qui fait toute cette plage. S'il y a une tension qui est comprise entre cette plage, ça sera considéré comme étant quoi? Comme étant 1. Et toute tension comprise entre cette plage, ça sera considéré comme 0. C'est clair? D'où bien sûr je vais écrire le VIH min. C'est quoi le VIH min? C'est la tension minimale en entrée qui assure le niveau logique haut. Et le VIL max, bien sûr, et ainsi de suite, c'est la tension maximale en entrée qui assure le niveau logique bas. De la même façon, pour le output, cette plage, bien sûr, elle va être considérée comme 1. Et cette plage, elle va être considérée comme... Très bien. Maintenant, la question, c'est quelle plage qui doit être dans l'autre? Est-ce que celle de out ou bien celle de in? Qui doit être plus supérieure que l'autre? Pour que la connexion soit bonne. Puisque Katmina random ça. Pourquoi le in, ça doit être supérieur? Regarde, regarde. Parce que c'est le in qui va recevoir. C'est bien. Puisque le out, elle a cette plage, ce qui fait elle peut donner des plages de tension comprises entre ça et ça. Si même elle donne le minimum, pour celui qui va le recevoir, il est dans sa plage d'acquisition, tu vois? Et celle-là, même si elle donne le maximum, pour celle qui va recevoir le signal,
il va être dans la plage d'acquisition. Si c'était le contraire, si ça c'est le max, s'il va envoyer le max ici, ben, il ne va rien trouver. Il n'est pas compréhensible par celui-là. Est-ce que vous avez compris? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette technologie? Il faut toujours que les plages d'entrée doivent être comment par rapport aux sorties? Supérieures. Toujours. C'est de l'écrire. Les plages d'entrée doivent être vraiment supérieures aux plages des sorties. Ah, égal, c'est bien, mais on aura une sensibilité au bruit. Ça dépend, est-ce qu'on est tolérable au bruit ou pas? Si la différence elle est plus grande, on est plus tolérable. Si elle est zéro, on n'est pas tolérable. On va expliquer ça par la suite. Très bien. قد ما كبيرة قد ما مزيان. قد ما هاد la plage, هاد la différence et la raison. Regardez. Si cette plage, si cette différence, elle est grande, c'est bon pour tolérer les bruits. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que la plage de quoi? Input ou bien output qui est supérieur? Input sera supérieur à la plage des outputs. Pour assurer la bonne connexion entre les différents composants. Imaginez, vous aurez bien sûr des centaines et des centaines de composants sur un circuit électronique. Ça, c'est la première chose. Alors, dans n'importe quelle porte logique, dans n'importe quel composant électronique, on va parler de 4 choses. VOH, VOL, VIH et VIL. Très bien. C'est clair ce point? On avance. Je rejoins maintenant la question que tu as posée. Imaginez ça, c'est le circuit numéro 1. Il veut envoyer quelque chose au circuit numéro 2. Ce qui fait pour le circuit numéro 2, ça sera le input ou bien le output? Ça sera un input. C'est l'entrée du circuit 2. Et c'est la sortie de qui? De qui? Le circuit 1. Ça sera bien sûr l'output. Qui aura la plage la plus supérieure normalement? C'est le input. Regardez le input, sa plage. Regardez la distance qui est là. Elle est inférieure à la distance qui est là. Ainsi que tout ce qui va être envoyé entre cette plage va être compris. Et même pour celle, ça c'est le high, n'est-ce pas? C'est le H. Là c'est le L. Là c'est le H. Là c'est le L. On est d'accord? C'est clair ici. Mais regardez. Cette plage, c'est quoi? C'est la différence. Qu'on l'appelle quoi? La marge de bruit. Elle est calculée comment? Le VOH min, où est le VOH min? C'est ça. Moins quoi? Le VIH min. Ça vous donne bien sûr cette plage. On l'appelle bien sûr la marge de bruit. Idéalement, la marge de bruit doit être maximale ou bien minimale. Rappelez bien, toujours la marge de bruit, idéalement, elle doit être maximale. Pourquoi, s'il vous plaît? À votre avis. Pourquoi elle doit être maximale? Minimale, c'est quoi? Elle doit être comment? Zéro. C'est ça, minimal. Ça veut dire quoi? Que le VOH min est égal à VIH min. Si c'est le cas, pour une faible perturbation, vraiment une faible perturbation et que l'information descend juste un petit peu, elle ne va pas être comprise. Pour le circuit 2. C'est ça. C'est la même chose. Regardez. Je réexplique. Alors, suivez bien, s'il vous plaît. Alors là, vous avez quoi? Le VCC. Qu'est-ce que veut dire avec VCC? C'est la plage de tension maximale. Et le GND, il faut noter ça. Le VCC, ça s'appelle aussi Voltage Common Collector. Voltage Common Collector. Déjà, on a parlé d'un collecteur. Et le collecteur, on le trouve où? Dans les transistors. Et le GND s'appelle comment? Ground. C'est quoi le ground?
Où est le sol? C'est la terre. C'est 0. C'est ça qu'on appelle le GNT. Alors, VCC, je sais que c'est 1, n'est-ce pas? C'est le niveau logique 1. Le 0, c'est le niveau logique 0. On a dit qu'il n'y a jamais que les deux choses fonctionnent à une valeur précise, il doit y avoir un intervalle de tolérance. C'est ce circuit qui va envoyer l'information à ce circuit. Soit il va lui envoyer quoi? 1, ou bien il va lui envoyer 0. Très bien. Imagine qu'il va lui envoyer 1. Idéalement, le 1 doit être égal à combien? 1. Mais lui, dû à une perturbation ici, il a reçu 4,8 volts. Non, s'il n'avait pas cette plage, c'est pas compatible. Tu m'as envoyé 5. 5, c'est 1. Et moi, je dois recevoir 5 pour la considérer comme 1. J'ai reçu 4,8. Pour moi, c'est une forme indéterminée. Je vais la négliger. Est-ce qu'il doit la négliger? Non. C'est pour cette raison qu'on a fait un intervalle de tolérance. C'est clair? Et cet intervalle, comment on l'a appelé? Le VOH. C'est clair? Dont la valeur minimale, c'est min. Ce qui fait, c'est quoi l'intervalle de 1? C'est entre VCC et VOH. Tout cet intervalle indique le niveau logique 1. Non, ça dépend de la technologie. C'est clair? Ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend de la technologie. C'est dans un tableau qu'on va la déterminer. Mais c'est écrit VOH, min. Elle est écrite comme ça. On est d'accord? Maintenant, cette VOH min, pour qu'elle soit compréhensible par le circuit 2, il faut lui, sa plage d'acceptation soit supérieure ou bien inférieure à ce qu'il reçoit? Supérieure. Parce que maintenant, le minimum que peut ce circuit délivrer, il retrouve une plage acceptable pour le circuit 2. C'est pour cette raison qu'on dit que la plage de input doit être comment? Plus supérieure à la plage de output. Très bien, ça c'est un point qu'on a fermé, n'est-ce pas? Maintenant, cette différence de plage qui n'est pas considérée. Parce que lui, le circuit 1, il ne peut pas descendre au-dessus de VOH min. Ainsi, et lui, bien sûr, il a la capacité de comprendre jusqu'à ce niveau, n'est-ce pas? Ainsi, cette plage, qu'on l'appelle la plage, bien sûr, ou bien la marge de bruit. Comment elle doit être, idéalement? Elle doit être maximale. Le maximum possible, elle doit être. Si elle est nulle, quand est-ce qu'elle sera nulle, s'il vous plaît, cette plage? Ça veut dire que le VOH min, elle est là. Tout cela, c'est le VOH. Dans ce cas, les deux plages sont les mêmes, oui ou non? Supposons ces deux cas sont les mêmes. Et lui, il a envoyé exactement le VOH min, qui est par exemple 2,6. Il y a le VOH min. Mais avec le trajet, il y avait des résistances, peut-être des bruits, et il a reçu 2,5. Le 2,5, elle est dans quelle zone? Indéfinie. Et là, on n'a pas une tolérance à l'erreur. C'est pour cette raison que la tolérance à l'erreur vient du fait que il y a toujours les marges de bruit. C'est clair? Et cette marge de bruit, c'est quoi? C'est cet intervalle. C'est celui-là que vous voyez ici, que je vais le colorer. Il faut toujours que le VOH min soit supérieur à VIH min pour que cette marge de bruit existe. Pour qu'on ait bien sûr cette tolérance à l'erreur, oui? VOH max ou le VCC? Ou le VIH max, VIH max ou le VCC, ou VOH max ou le VCC? VN min, il y a le ground, ou le VOI min, il y a le ground. C'est clair là-dessus? Ouais. Alors, on a parlé maintenant d'une autre chose. La marge de bruit, qui doit être comment idéalement on a dit, elle doit être maximale. Maximale, ça veut dire quoi? Jamais elle ne peut être infinie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on infini? Et maximale, ça veut dire le maximum possible. Parce qu'on a comme des valeurs limitées. Ça veut dire qu'il exauce les de la marge. Parce qu'on a dit le fort, on a dit l'os. Il y a 2,5 maximum, tu peux avoir. C'est clair ici? Voilà, cette marge, elle est importante. Et là,
ça va nous ramener à quelle technologie qui est la meilleure. On va voir. Alors, on a parlé des marges, des plages de tension, oui. Très bonne remarque. Pour la technologie CMOS, oui. Le VOH min, c'est 4,95. Très proche. Tu vois? Elle est très proche à VSS. Mais pour la contrôler, le circuit doit être très performant. C'est clair? C'est une très bonne idée. Pour maximiser cette plage, il faut que le VOH min soit vraiment égal à VSS. Et comme ça, on a le maximum, n'est-ce pas? Ça existe dans le CMOS, mais pas dans le TTL. On va voir les deux technologies par la suite. Mais réellement, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a une différence de 0,05 volts. C'est clair ces points, s'il vous plaît? Les TD sur l'électronique numérique, il est basé sur ça, logiquement. Le VOH max, VOH min, et ainsi de suite. Ce n'est pas très compliqué, il faut avoir uniquement cette logique d'interprétation. Bien. On a parlé des niveaux de tension pour que l'information de sortie soit acceptée à l'entrée. C'est clair? Et tolérée aussi s'il y a des bruits. D'où vient le bruit? D'où vient le bruit? De la température, n'est-ce pas? Peut-être d'une mauvaise connexion, d'une petite fuite de courant, et ainsi de suite. Tout cela, ça nous donne bien sûr des erreurs. Des tremblements dans un circuit, des interférences électromagnétiques. Tout cela cause des bruits. Ainsi, on doit tolérer ces bruits dans la communication. Sinon, toute la communication sera erronée. Des 1, ce sont des 0, des 0 non indéfinis, et ainsi de suite. On perd beaucoup de signaux. On perd beaucoup d'informations. L'information, c'est quoi? Des 1 et des 0. Les vidéos, les sons, les images, tout ce que vous pouvez imaginer, ce sont des 1 et des 0. Regardez, le signal, bien sûr, ce n'est pas uniquement des 1 et des 0, n'est-ce pas? Ça va être comme ça. Un changement. Des 1, 0, 1, 0, et ainsi de suite. Ainsi, on parle de quoi? Soyez bien. Réellement, le signal, il ne fait pas uniquement 1 pour toujours et 0 pour toujours, mais il change au fil du temps. À un moment, c'est 1. À un moment, il passe à 0. À un moment, il passe à 1, à 0. Et puis, il passe à 1, il passe à 0, et ainsi de suite. C'est comme ça que le signal fonctionne. C'est comme ça que l'information circule. Réellement, est-ce qu'il y a des choses, lorsque la chose, on la représente comme ça veut dire qu'elle a passé d'un niveau haut à un niveau low pendant un intervalle de temps de combien? 0. Réellement, ça n'existe pas. Passer d'un état à un autre pendant 0 temps. C'est pour cette raison que toujours il y a quoi? Comme ça, vous voyez? Pour passer de l'état low à l'état haut, il n'a pas passé comme ça. Mais il a pris du temps, n'est-ce pas? Pour passer. Et ce temps, on l'appelle quoi? Essayez de le noter. Temps de propagation. Ça veut dire quoi le temps de propagation? C'est le temps, bien sûr, pour passer d'un état à un autre. Vous n'imaginez pas que les choses se passent instantanément. Il y a toujours le retard. Soit pour passer de 0 à 1, soit pour passer de 1 à 0. Ainsi, on a combien de temps de propagation? On aura combien de temps de propagation? Est-ce qu'on passe du low to high ou bien du high vers low? Ce qui fait qu'on aura 2. Ça sera appelé un TPHL. Ça veut dire quoi? Le temps de programmation high to low, ça sera comme ça. Ou bien un TPLH, ça sera comme ça. Un temps de propagation de low to high. Idéalement, ce temps de propagation doit être comment? Idéalement. 0. Mais pratiquement, on va voir. Bien sûr, soit on va le calculer, mais il est donné par le document constructeur. Lorsque vous achetez une porte logique, toutes ces informations, le VOH, VIH et tout cela, c'est dans le document constructeur. Et la mission pour vous, comme ingénieur, c'est de pouvoir associer les choses pour avoir une compatibilité. Ce qui fait, non pas n'importe quel circuit électronique fonctionne avec n'importe quel circuit électronique, mais ça doit être une compatibilité entre les deux, en termes de tension, de temps de propagation et ainsi de suite.
D'où la nécessité de comprendre tout cela. C'est clair, s'il vous plaît? Alors, un circuit logique, il est caractérisé par un retard de propagation. C'est la moyenne de temps de propagation TPHL et TPLH. Temps de propagation high to low et temps de propagation low to high. Par définition, c'est quoi un retard de propagation? C'est le TPHL plus TPLH sur 2. C'est une moyenne qui nous donne un temps. C'est quoi le temps de propagation? Le temps de propagation, tout simplement, c'est de high to low. Soyez bien. Le temps de propagation de high to low, c'est bien sûr le temps nécessaire pour passer d'un état à la moitié de cet état. Vous voyez? À la moitié. Comment? Oui, là, je vais récapituler. Essayons juste de voir le schéma. Alors, soyez bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est quoi le TPHL d'après le schéma? C'est le temps pour passer de combien? C'est le temps pour passer de combien? C'est le temps pour passer, bien sûr, d'un état out à la moitié du temps. Vous voyez? Passer de l'état haut à l'état bas, n'est-ce pas? Mais quand est-ce que je vais le comptabiliser? C'est du maximum jusqu'au 50% de ce passage. Et c'est quoi, bien sûr, le temps de propagation low to high? C'est de la moitié jusqu'au le 90%. Exactement, c'est ça. Non, je m'excuse, c'est de 10% jusqu'au 50%. C'est ça le temps de propagation. Low to high, parce que low, c'est ça. High, c'est ça. Regardez, je vais le refaire. Alors, vous avez ici, c'est high, c'est 90% du max. Et low, c'est 10% du max. C'est quoi le temps de propagation high to low? C'est bien sûr pour passer de 90% à 50%. Bien sûr, toutes ces informations, ils vont être données. Et c'est quoi le temps de propagation low to high? C'est de ce 10 à 50. C'est clair? C'est pas vraiment de 10 jusqu'au le max. C'est uniquement de 10 à la moitié. On le considère comme un temps de propagation. Le temps de réponse, ça sera quoi? Entre 10 et 90. Et ainsi de suite. Mais ce que vous devez noter, parce que ce temps, ce n'est pas à vous de le calculer, mais il est donné. C'est quoi le temps de propagation low to high ou bien high to low? C'est tout. Alors ça, c'était pour les deux technologies. Maintenant, on va se concentrer exactement sur la technologie TTL. Oui? Le temps de propagation low to high, de 10% à 50%. Et le high to low, de 90% à 50%. Tu entres maintenant dans l'autre. Non, c'est bon. Tu as passé le high to low. Parce que le temps de propagation, c'est de 90 à 50. Et le low to high, c'est de 10 à 50. Tu vois? Mais ce que vous devez noter, ça sera donné. Ce n'est pas à vous de le calculer. C'est le constructeur qui le fait pour vous et il vous donne la valeur. Vous n'avez qu'à l'utiliser dans votre calcul. On va voir des exercices là-dessus. Alors, la première technologie qu'on va voir, c'était bien sûr la technologie TTL. TTL, ça veut dire bien sûr transistor. Le premier T. Le deuxième T, ça sera quoi à votre avis? Transistor aussi. Logique. Tout simplement, ils l'ont appelé comme ça. Transistor, transistor. C'est une logique entre deux transistors, vous pouvez le voir. C'est clair? Transistor, transistor logique, c'est la technologie TTL. Et la technologie CMOS, on a dit c'est quoi? Complementary Metal Oxide Semiconductor. C'est ça la technologie CMOS. Ce qui fait qu'il y en a deux grandes technologies qu'on va voir, le TTL et le CMOS dans ce cours. Là, on va voir le TTL et on va voir bien sûr le CMOS. Alors commençons par la technologie TTL ou bien transistor logique. C'est bon, vous l'avez écrit.
Bien. Alors, les technologies des circuits logiques de type TTL, premièrement, on va voir bien sûr comment ils sont représentés. Parce que dans ce cours, on va voir tout ce qui est plutôt technologique, choix de matériel et l'utilisation. D'accord? Les variantes qu'on trouve dans ces technologies sont les suivantes. Il y a soit le L, soit le S, soit le F, soit le A. Comment vous allez déterminer tout cela? Dans n'importe quel circuit logique que vous allez acheter, il est représenté par cette série. Soyez bien s'il vous plaît. Il est représenté par cette série. La première, qu'est-ce qu'elle vous donne? C'est un code de fabricant. Ça nécessite bien sûr chaque marque. Chaque marque donne bien sûr la série qu'elle veut. La deuxième, non. Ce n'est pas à la marque de le faire. C'est, on peut dire bien sûr, il est commun. Il y a combien s'il vous plaît? Regardez ici. Qu'est-ce qui est écrit? Quelles sont les séries qui existent? 74 et 54. Vous voyez? Dans cette série. Alors, suivez bien. Il y a la série 74, il y a la série 54. Là, c'est pour, bien sûr, general purpose, ça veut dire à usage général. Et là, bien sûr, usage militaire. C'est de noter ça. Les technologies de type 54, ils sont à usage militaire. Les technologies de type 74 sont à usage grand consommateur. Ce qui fait pour nous, on va toujours trouver bien sûr les 74. Comment elle s'appelle bien sûr le 74? C'est la gamme de température, n'est-ce pas? Alors pour le 54, si je me rappelle bien, la gamme de température supportée, vous pouvez la noter, c'est entre moins 55 degrés jusqu'au 125 degrés. Ce qui fait un composant de type 54, il peut supporter de moins 55 jusqu'à 125. Ce sont des températures extrêmement grandes et petites, n'est-ce pas? Et pour la plage, bien sûr, 74, il peut supporter de 0 degrés Celsius jusqu'au voilà, 94 degrés. Non, jusqu'au 70, je m'excuse. Jusqu'au 70 degrés. C'est pour cette raison que vous avez le 7. C'est pour cette raison qu'on l'appelle la gamme de température. Elle est mentionnée ici. C'est clair pour ces deux. Généralement, qu'est-ce qu'on va trouver à notre disposition? C'est la famille 74 qui peut supporter de 0 à 70. Et c'est le cas. Bien sûr, certains équipements, ils ne peuvent pas supporter, bien sûr, des tensions extrêmement petites, sinon, ils ne vont plus fonctionner correctement. L'autre, ça sera la famille. Qu'est-ce qui est mentionné ici? LS. LS, ça veut dire quoi? Low power. Et le S, ça sera Schottky. On a déjà vu les diodes Schottky. En bref, on a passé dans l'introduction. C'est quoi une diode Schottky? Voilà, fréquence. C'est une diode normale, mais son utilité, c'est qu'elle supporte bien sûr de très grands basculements. De on vers le off, de off vers le on, d'une manière assez rapide. C'est ça le Schottky. Et bien sûr, fast, c'est plus rapide que le Schottky. Et advanced, c'est beaucoup bien sûr plus avancé, et ainsi de suite. Ça, ce sont les familles low power, Schottky, fast et advanced. Ainsi, ce qu'on peut connaître que pour dire que ça, c'est un circuit TTL, toujours il doit commencer par la famille quoi? 74 ou bien 54, poursuivi par l'un de ces lettres. Bien sûr, le cours, je vais vous l'envoyer par la suite. Tout ce qui est dans le cours, pas la peine de le mentionner, mais tout ce qu'on fait à part, il est préférable de le prendre, d'accord? Parce que vous n'avez pas le trouver à l'intérieur. Bien sûr, vous avez le reste, ce sont des valeurs, des chiffres qui vont définir la nature de composants électroniques à utiliser. Alors, essayons de suivre. Regardons. Là, vous avez bien sûr plusieurs types. Suivez bien. Vous avez S1 74001. Vous avez S1 pour celui-là. S1 74LS001. Pour celui-là, vous avez 74LS001. Le L, c'est low. Le S, c'est quoi? C'est Schottky. C'est clair, le 74, ça veut dire quoi? C'est la gamme de, ou bien la famille de température. Il supporte entre 0 et 70. Et c'est comme ça qu'on le trouve réellement sur le marché. Lorsque vous voulez acheter quelque chose, vous l'achetez sous cette forme.
C'est dans ces circuits TTL que vous avez les portes logiques, vous avez les bascules. Les bascules, si vous voulez acheter une bascule ou bien une porte logique AND, OR, NOR pour faire quelque chose, voici comment ils se présentent. Vous les achetez comme ça. C'est clair? Mais ça dépend de vos besoins. Est-ce que vous voulez qu'ils supportent de grandes températures? Est-ce que vous voulez qu'ils doivent être rapides, moins rapides? Tout cela dépend de vos besoins. Si vous augmentez la performance, bien sûr, vous augmentez le prix, ainsi que votre produit final sera beaucoup plus cher par rapport à ce qu'il donne. Voilà. Alors, il existe cette famille de TTL, bien sûr, ça c'est à voir par la suite. Il y a les TTL standards. C'est quoi un TTL standard? C'est un TTL qui commence par quoi? 74, 74L ou bien 74F. On l'appelle bien sûr des bases de transistors bipolaires classiques. Là, c'est standard, c'est 74 sans série. Low power, c'est le L. Le F, ça sera bien sûr fast. Comme vous pouvez avoir bien sûr des transistors de type Schottky qui vont être 74S, ou bien LS, ou bien AS, ou bien LS. C'est clair? ALS, je veux dire. Pour celui-là, s'il vous plaît, c'est quelle famille, si je veux le voir? Qui a été fait en Portugal. Vous connaissez bien sûr ce symbole ou bien cette marque? Vous la connaissez? C'est Texas Instruments. C'est comme, vous connaissez Texas. La carte de Texas, elle est mentionnée là. C'est une très grande société qui fabrique les circuits intégrés qui s'appelle Texas Instruments. Alors, celui-là, c'est quelle famille? Si je vous donne ça, par exemple, dans une question, c'est quelle famille, d'après tout cela? C'est standard. Pourquoi? Parce qu'il y a uniquement le 74 poursuivi par deux zéros. C'est ça, 74 poursuivi par deux chiffres. C'est clair? C'est standard. Ce n'est ni avancé, ni low power, ni rien du tout. C'est la basse gamme. Pour celui-là, ça sera quoi? Le L, c'est quoi? Low power. S, c'est quoi? Schottky. Ça veut dire c'est à faible consommation, mais avec des transistors Schottky. Schottky, c'est quoi? C'est eux qui permettent de faire des transitions on-off d'une manière assez rapide. Pour le troisième, ça sera quoi? La même chose. LS. Low power Schottky. Pour celui-là, ce n'est pas low power, mais c'est Schottky, parce que vous avez le S. Pour celui-là, c'est toujours Schottky, et pour celui-là, c'est toujours le L, c'est low power, il ne consomme pas assez d'énergie. Parce qu'on a dit déjà le TTL, c'est la technologie bipolaire, elle consomme trop de l'énergie. C'est clair? Schottky, à l'intérieur, il y a des diodes Schottky qui permettent bien sûr le basculement on-off ou bien off-on d'une manière assez rapide. F, fast, c'est plus rapide que le Schottky. Advanced, c'est beaucoup plus adapté, beaucoup plus meilleur, tu vois? Ce qui fait on a des gammes, soit basse gamme, avec low power. Pour la rapidité, tu as Schottky, fast et l'advanced. C'est à toi de voir ce que tu veux. Voici, oui? Pour le dernier envers, c'est LS. 74 LS. LS, oui. LS 001. Low power et Schottky. Les deux. Ils ne consomment pas trop d'énergie. Et à l'intérieur, il y a des diodes Schottky. C'est bon? Regardez par exemple, regardez. Vous connaissez s'il vous plaît la porte logique inverseur, celle-là. Voici ce qu'il y a à l'intérieur. Nous, bien sûr, on le voit comme étant un symbole, mais à l'intérieur, il est fait de quoi? C'est quoi ça? Des transistors. Ça, c'est quoi? Des diodes. Des transistors et des diodes. Est-ce que ces diodes sont Schottky ou bien normales? Des diodes normales, c'est ce qu'on a déjà étudié. Et pour celles-là, les diodes que vous avez ici, voilà, c'est pour cette raison qu'on l'appelle bien sûr 14LS. Et l'autre, bien sûr, ce n'est pas LS, c'est uniquement normal. Ce qui fait, c'est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des diodes Schottky ou bien des diodes normales? Bien sûr, jamais vous allez trouver des choses comme ça. Ça, c'est juste pour ceux qui développent les portes logiques. C'est clair? Voilà. Ça, c'est aussi, bien sûr, un non-inverseur, mais de type LS, beaucoup plus performant. Très bien. C'est clair ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Bien. Maintenant, on va étudier exactement ce qui est dans la plage TTL. C'est quoi la plage TTL? C'est son, oui?
SN. S, c'est Schottky. Le N, c'est la nature du package. C'est le package qui est en noir, il est fait de quel matériau? D'accord? Alors, suivez bien. Maintenant, c'est la technologie TTL. La technologie TTL, toujours, son alimentation, elle est comprise entre quoi et quoi? 0 et 5 volts. Avec une tolérance de combien qu'elle peut supporter? Plus ou moins 5%. Ça veut dire que le maximum d'alimentation, ça sera quoi? C'est 5 volts plus 5%. C'est quoi le 5% de 5? C'est 0,2. Le 5%, c'est 0,2. C'est soit 5,2, soit 4,8. C'est ça la plage de tolérance. Ça veut dire, bien sûr, c'est 5 volts plus ou moins 5%. 5% de 5. C'est quoi le 5% de 5? C'est 0,2, je pense. 25? Très bien. Ça sera soit maximum 5,25 volts ou bien 4,75 volts. C'est ça la plage tolérable de l'alimentation pour qu'il fonctionne correctement. Toujours, rien n'est donné sans tolérance. Toujours, on donne des tolérances. Comme des futurs ingénieurs, tout cela, vous devez le connaître. Rien n'existe comme valeur exacte. Rien. Rien n'est parfait. Bien. Alors, on a dit que le minimum, ça sera toujours 0 volts. Le maximum, toujours, ça sera 5 volts. C'est quoi le VOH min pour cette technologie? 2,4 volts. C'est quoi le VOL max? 0,4 volts. Qui dit O, ça veut dire, je parle ici de quoi? Output. Celui qui va envoyer le signal. Lorsque je parle de I, je parle de quoi? Input. Celui qui va recevoir le signal. Et on a dit quoi? La plage de input doit être supérieure à la plage de output. C'est quoi le VIH min? Ça, c'est à connaître. La technologie TTL, c'est ça. C'est 2 volts, n'est-ce pas? Et c'est quoi, s'il vous plaît, le VIL max? C'est 0,8. Très bien. Supposons, suivez bien, supposons, oui? Ah, ces valeurs sont des constantes pour la technologie TTL. CMOS, il a d'autres valeurs. Supposons, lui, il va envoyer, regardez, ce circuit, il est de type TTL, ce circuit, il est de type TTL. Ça veut dire, les deux, ils sont de la même famille, n'est-ce pas? Supposons que ce signal a envoyé peut-être 3 volts. Pour le circuit 2, le 3 volts, c'est quoi? 1 ou bien 0? C'est 1, très bien. Pourquoi? Parce que lui, est-ce qu'il peut envoyer 3 volts? Oui, parce qu'elle est dans sa plage de sortie. L'autre, il peut le recevoir parce qu'aussi, elle est dans la plage de sortie. Non, ce n'est pas une compatibilité, ils ne vont pas fonctionner. Tu dois fonctionner avec une compatibilité. Supposons que lui, il a envoyé peut-être, regardez. Oui? Normalement, on va les donner, mais pour la technologie TTL, ils ne vont pas changer. Ah, toujours on vous le donne. Pas la peine de les apprendre. Ils sont dans le catalogue, c'est clair? Mais généralement, pour un ingénieur, peut-être dans un entretien, c'est quoi la technologie TTL? Vous le connaissez. C'est quelque chose entre 0 et 5, avec des plages bien connues. C'est clair? Avec des plages très bien connues. Maintenant, s'il vous plaît, par exemple, si celui-là envoie, par exemple, 2 volts, celui-là envoie 2 volts. Il ne peut pas envoyer 2 volts. Parce que s'il envoie 2 volts, ça veut dire qu'il y a un problème. N'est-ce pas? Parce que lui, il ne doit pas envoyer 2 volts. 2 volts, c'est une forme indéterminée. C'est clair? Tout ce qu'il peut envoyer, c'est entre 2,4 à 5 pour dire que ça, c'est le 1. Et le 0 à 0,4 pour dire que ça, c'est le 0. Tandis que l'autre, il peut le supporter. Très bien. Maintenant, c'est quoi l'intervalle ou bien la tolérance à l'erreur? C'est de combien? Qui peut le calculer? La tolérance à l'erreur, c'est combien? Ou bien la plage d'erreur? De bruit, je veux dire, je m'excuse. La plage de bruit, c'est combien?
Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la relation de la plage de bruit? C'est le VOH min moins le VIH min. C'est 2,4 moins 0,4. Ce qui fait, c'est 0,4. Ah, je m'excuse. لا راه كوريكت هادشي اللي درت غير انا غلطت في هذه موندر سي 0,4 0,4 quoi 0,4 volts. C'est ça la plage de quoi? De bruit. C'est ça la plage de bruit supportée. Si quelque chose est au-dessous de là, c'est un problème. Ou bien au-dessus de là, c'est un problème. Certaines choses ne vont pas être bien compréhensibles. C'est clair? Est-ce que cette plage elle est grande ou bien petite? 0,4 volts. Petite. Ce qui fait la technologie TTL n'offre pas. Regardez, l'inconvénient de cette technologie, c'est ça. Faible, quoi? Immunité au bruit. Il faut noter ça pour que lorsque vous arrivez à cette plage, déjà regardez, on vous a donné ici la plage de quoi? Température, on l'a déjà mentionné, 0 à 70. Et l'inconvénient de la technologie TTL, c'est le problème. Faible immunité au bruit. Ça veut dire qu'elle est sensible au bruit. D'accord? Pourquoi? Parce que la plage de bruit, elle est trop faible. 0,4, c'est trop faible. Et idéalement, on doit être comment? Maximal. On va voir le CMOS et le corrige bien sûr ce problème. C'est clair comment on l'a calculé? Pour la calculer, c'est tout simplement quoi? Pas la peine de faire ce calcul, regardez uniquement cette différence. C'est le bruit. Cette différence, c'est ou bien cette différence. Ça ou bien ça, c'est le bruit. Ça sera la même chose. 0,8 moins 0,4, c'est 0,4. Même plage d'erreur. Alors, on constate que l'immunité du bruit est la même pour l'état haut et l'état bas. Cette immunité est de 0,4 watts. C'est très bien clair. On passe rapidement à la technologie CMOS. 0,4. Oui, peut-être. Dans le CMOS, c'est quoi CMOS? Complementary Metal Oxide Semiconductor. C'est une autre technologie qui aura d'autres valeurs. C'est clair? Qui aura d'autres valeurs. De la même façon, on va voir les séries de cette technologie. Suivez bien. Quelles sont les séries, bien sûr? Cette technologie, elle est basée sur des transistors dits MOSFET. MOSFET, je vous donne son nom. C'est Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Ce qui fait tout est basé sur les transistors. Les portes logiques, tout cela, c'est basé sur les transistors. On les appelle des transistors à effet de champ en français. Field Effect Transistor, ce sont des transistors à effet de champ. Un champ quoi? Quel type de champ? Électrique. Cette technologie est basée sur les transistors MOSFET. L'avantage des technologies CMOS, parce que CMOS c'est Complementary Metal Oxide Semiconductor, c'est la même chose. Et c'est quoi? La faible consommation, on a déjà vu ça. Mais elle est limitée en rapidité. Elle est moins rapide, mais elle consomme moins. Comment déterminer si la technologie qu'on a, elle est de type TTL ou bien CMOS? Regardez, si je vois celui-là, le symbole, c'est le symbole de quoi? Je me de la marque, Philips, vous connaissez Philips? Philips, ça dit la marque Philips. C'est ça le symbole. ديال البولات. ولكن ما كديرش غير البولات. Elle fait beaucoup de choses. Les anciens. Mais elle fait les circuits intégrés, d'accord? Elle est très 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 performante au niveau des composants électroniques. Regardez bien. Par quoi elle commence à de la famille? Suivez bien. À de la série que vous voyez ici. Qui commence par le 74? TTL. Mais le TTL commence par 74 quoi? Soit L, soit S, soit F, soit A. 4. Soit vous avez low, fast, Schottky, advanced. Quelque chose à part ça, et ça devient le CMOS. Le CMOS par quoi il commence? C, H, T, A. Mais le A, bien sûr, vous n'allez pas le trouver directement à côté.
soit vous allez trouver AC. AC, ça n'existe pas dans le TTL. Parce que TTL, c'est uniquement 4 lettres. Le L, le F et le S. Les autres, c'est CHT. C'est comme ça qu'on différencie les deux. Comment لا تقدر تكون A, ولكن غتلقى حداها d'autres. Là, maintenant, là. Tu ne peux pas trouver A tout seul. Sinon, ça va être bien sûr coïncider avec l'autre. Oui, ça peut être la première. Dans certains cas, oui. Regardez. Soit elle commence par 74, et vous aurez bien sûr soit le H, soit le T, soit le A, soit le C. Soit elle commence par le 40, comme celle-là. C'est comme ça qu'on peut apprendre la différence entre les deux. C'est soit 40, alors le TTL commence par quoi? 74 ou bien 54. C'est clair? Alors que là, c'est le CMOS. C'est C, ça veut dire c'est une technologie CMOS. H, c'est High Speed. T, elle va être compatible avec le TTL. Et le A, c'est Advanced. On va voir des exemples peut-être. Mais si ça commence par 40 ou bien autre chose, c'est le TTL. Parce que toujours, si ça commence par 40 ou autre chose, c'est le CMOS. Parce que le TTL, c'est soit 74, soit 54. Le 54, c'est pas disponible pour nous. Bien. C'est clair, s'il vous plaît? Alors, regardez par exemple. Ça, c'est clair. Ça commence par quoi? 40, n'est-ce pas? C'est pas un problème. Ça commence par quoi? 74, C. Le C, ça n'existe pas dans les autres. Et là, ça commence par quoi? HC, HCT, AC, ACT. C'est ce qui existe. Automatiquement, il n'y a pas une confusion entre les deux. Parce que ACT, c'est quoi AC? Advanced MOSFET. C'est quoi HC? High Speed MOSFET. CMOS, je veux dire. HCT, c'est quoi? High Speed CMOS, compatibilité avec TTL. Vous avez bien sûr AC, c'est Advanced CMOS, et le ACT, Advanced CMOS, compatible avec le TTL. Parce que le T, c'est compatible TTL. H, High Speed. C, c'est CMOS. A, c'est Advanced. Alors que l'autre, qu'est-ce qu'on avait? N, c'est quoi? L, c'est Low. Vous avez le F, c'est Fast. Le S, c'est Shortcut. Et le A, c'est Advanced. Toujours le Advanced, elle peut commencer, mais à côté de quoi? Advanced en quoi? C'est clair? Comme celle-là. Advanced, CMOS. Advanced, bien sûr, CMOS. Transistor Logic Compatibility. Et ainsi de suite. C'est comme ça, bien sûr, qu'on peut distinguer entre les deux. Alors, regardez, s'il vous plaît. Pour la tension d'alimentation de CMOS, elle est différente. Elle n'est pas fixe. Pour le TTL, c'était combien? 5 volts. Plus ou moins 5%. Alors que pour le CMOS, c'est différent. 3 volts à 18 volts. Il peut supporter des grandes plages. C'est une très bonne chose, n'est-ce pas? C'est une très bonne chose qu'il peut supporter. Entre 3, c'est le minimum, c'est 3. Et le maximum, c'est 18. C'est comme quoi, par exemple? Vous avez déjà travaillé avec Arduino, non? Ben, il peut supporter ces deux, n'est-ce pas? On est d'accord. On aura l'occasion de travailler avec ces petits microprocesseurs, microcontrôleurs, je vais dire. Et vous allez voir qu'il peut supporter, bien sûr, les différentes plages de tension. Aussi, bien sûr, la gamme de température, elle est de combien? Très vaste par rapport à l'autre. De moins 40 jusqu'au 88. Bien. Et bien sûr, c'est une bonne immunité au bruit. Qui peut me dire pourquoi c'est une bonne immunité au bruit? Parce que la différence, elle est comment? Elle est de combien? Voilà, c'est 0,95. Pourquoi? Pour le niveau haut. Et pour le niveau bas? 0,95. Ce qui fait qu'est-ce qu'on peut écrire? L'immunité au bruit, c'est combien? 0,95. Pour ces deux technologies. Pour ces deux technologies. Parce qu'il y a une troisième technologie, je m'appelle le ECT. Ça, c'est troisième technologie, mais pas très, très populaire. Alors, regardez. C'est quoi le niveau logique haut pour les outputs? C'est combien? Comme a dit votre collègue, pourquoi ne pas avoir bien sûr le même niveau logique? VCC pour le max et le min, n'est-ce pas? Là, c'est combien? 4,95. C'est le min.
alors que le max, c'est le 5. C'est une petite plage. Par contre, elle rencontre combien? De 4 à 5. C'est clair? Alors que là, c'est de 0 et le max, c'est 0,05. Et elle rencontre combien? 1 volt pour l'autre sortie. Ce qui fait, on a toute cette plage, bien sûr, de sensibilité. C'est clair, s'il vous plaît? Et bien sûr, ça, c'est le cas lorsque les deux sont supportés, bien sûr, sont alimentés par 5 volts. Mais s'ils sont, parce que, qu'est-ce qu'on a dit? C'est de 3 à, s'ils sont alimentés à 18, ça doit être autre chose. Et ça, on va le voir dans un tableau. Ça, c'est pour le 5. Il y a pour le 10, il y a pour le 15. Ça vous donne chaque valeur. Le VOH, le VOL et ainsi de suite. C'est clair, s'il vous plaît? Voilà. C'est quoi la différence lorsqu'on a 5 volts à 4 volts et de 5 volts à 2 volts? L'exemple précédent du TTL. 5 volts à 4 volts. Et l'autre? De 5 à 2. De 5 à 2. Ouais, dans mon cas. Alors, ça, c'est pour le TTL. De 5 à 2, c'était pour le input. C'est ça. Parce que lui, même malgré le 5 à 2 volts pour le input, et que l'entrée, c'était combien, si vous vous rappelez bien? C'était 5 à combien pour le TTL? 5 à 2,4. 2,4. Ça, c'est fixe. C'est clair? La plage de variation, elle est grande, certes, par rapport à CMOS. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est quoi? C'est que cet intervalle, il est trop petit. Le fait que nous avons un intervalle trop petit, ça nous donne une mauvaise technologie qui a une immunité contre les bruits. C'est clair? Parce que le courant, il peut chuter, alors que la tension, elle est vraiment stable. Pourquoi on n'a pas cette grande plage? Parce que vraiment, le TTL, ça ne demande pas vraiment de trop grandes variations pour avoir, ou bien envoyer, normalement, c'est field effect transistor. Ce n'est pas comme le courant, parce que le transistor NPN ou bien PNP, il fonctionne avec des courants. Et qui dit les courants, tu dois avoir de grandes plages de tension pour l'activer ou bien le désactiver. C'est vraiment côté technologique, mais la différence principale, c'est côté immunité au bruit. C'est bon? On ne va pas entrer dans les détails internes des différentes technologies là-dessus. Bien. Alors là, je vous ai donné ici un tableau qui présente bien sûr les différentes technologies, que ce soit TTL, que ce soit CMOS, avec chacune des différentes séries. Regardez, celle qui commence par le 4, celle qui commence par le 74. Et toujours, vous voyez qu'il y a une différence. Vous pouvez vous-même, en se basant sur les numéros de série, déterminer le type, n'est-ce pas? 74 tout court, c'est standard. TTL. LS, vous le connaissez, le S, vous connaissez, le M, vous connaissez. Tout cela, c'est TTL. Tout ce qui commence par 4, c'est MOS. 74 avec C, c'est MOS. C, HC, c'est CMOS, HT, c'est CMOS, AC, c'est CMOS, et ainsi de suite. Ça fait, ça n'intéresse pas, c'est CMOS. C'est bon? A4, c'est CMOS. On est d'accord là-dessus? Voilà, ça, ce sont les deux technologies. Quelles sont les questions qu'on peut avoir là-dessus? Supposons que vous avez deux portes logiques. Essayez de trouver, est-ce qu'ils peuvent communiquer l'un avec l'autre ou pas? On vous donne bien sûr les VIH, le VOH et ainsi de suite. Là, on vous donne le VOH, le VIH. C'est à vous de choisir les deux. Et vous allez déterminer est-ce qu'ils peuvent communiquer en logique ou pas. C'est ce qui existe pour les questions. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué parce que ça demande de la logique. Est-ce que celle-là est acceptée par celle-là? Est-ce qu'il y a une logique entre les deux? Est-ce qu'il y a une, comment dirais-je? C'est pas adéquation, mais compatibilité. C'est clair? Et la compatibilité, vous allez la déterminer en se basant sur ces VOH, VIH et ainsi de suite. Alors, c'est ce qui existe pour les technologies TTL et CMOS. Alors, rapidement, pour le temps qui nous reste, s'il vous plaît, parce qu'on doit voir beaucoup de choses là-dessus, et il nous reste trois séances pour tout ce cours. Alors, suivez bien, s'il vous plaît. On voit les mémoires. C'est quoi une mémoire, s'il vous plaît? Rapidement.